À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité internationale, tout de suite le sommaire. Au menu de ce journal, accord entre Washington et Monrovia, le Libéria va accueillir jusqu'à 1200 migrants expulsés par l'administration Trump. Vous aurez plus de détails dans ce journal. C'était hier dans la province d'Idlib. Israël a visé la base aérienne. Entrepôt touché, pas de victimes signalées. On en parle évidemment dans ce journal. Coup d'envoi lundi à Ulaanbaatar. Pendant 10 jours, la Mongolie accueille le monde pour parler d'un seul fléau, la désertification. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. On démarre ce journal en Afrique de l'Ouest. Le Libéria a accepté d'accueillir jusqu'à 1200 migrants expulsés des États-Unis, ont annoncé mardi les autorités libériennes. Cet accord conclu entre Monrovia et Washington s'inscrit dans la politique d'expulsion menée par l'administration de Donald Trump et figure parmi les plus importants dispositifs de ce type. Suivons ensemble un extrait de reportage. Le Libéria s'apprête à accueillir des personnes expulsées des États-Unis dans le cadre d'un nouvel accord migratoire. Jusqu'à 1200 ressortissants de pays tiers pourraient être transférés vers le pays d'Afrique de l'Ouest au cours des 12 prochains mois, selon le ministre libérien de l'Information, Jérôme Pia. Liberia intends to accept up to 1,200 persons. Le Libéria a l'intention d'accueillir jusqu'à 1200 personnes qui seront transférées depuis les États-Unis d'Amérique dans un délai d'1 an. Les personnes qui seront transférées au Libéria sont des ressortissants de pays tiers, dont certains pourraient souhaiter demander l'asile au Libéria. Conformément à l'accord ou à l'arrangement, les personnes qui seront transférées des États-Unis d'Amérique vers le Libéria comprendront des citoyens ou des ressortissants de pays d'Afrique et de l'hémisphère occidental qui sont médicalement aptes à voyager. We include citizens or nationals of African and Western Hemisphere countries who are medically authorized to travel. Les premiers arrivants, un groupe de 20 personnes, sont attendus prochainement à Monrovia. L'accord prévoit un engagement américain pour renforcer le système migratoire libérien, mais suscite des interrogations sur le statut et la protection de certains expulsés. Autre information à présent, l'épidémie d'Ebola reste préoccupante en République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que la maladie est encore loin d'être maîtrisée et alerte sur un risque élevé de propagation à l'échelle mondiale et internationale. Suivant à présent. L'épidémie est loin d'être maîtrisée, a averti mardi le directeur général de l'OMS, évoquant l'expansion d'Ebola en RDC. 3 mois après la déclaration, le bilan fait état de 2300 morts sur près de 5000 cas. C'est peu dire que la riposte a du plomb dans l'aile. Oui, on dirait que c'est plus les dernières semaines. Effectivement, on a noté cette augmentation des cas et des décès qui s'explique entre autres par les zones d'insécurité où nos équipes ont eu du mal à mener les activités, à avoir des accès. On a constaté qu'il y a toujours cette infodémie, ces résistances dans la communauté. Le 17 mai, l'OMS déclarait que cette épidémie constituait une urgence de santé publique de portée internationale et pourrait passer au niveau très élevé pour la RDC, alors que le virus touche actuellement 6 provinces du pays. On est déjà dans 6 provinces, donc il faudra que nous puissions conjuguer nos efforts pour arriver rapidement à maîtriser déjà l'épidémie au niveau de l'épicentre, qui demeure toujours la province de l'Ituri, mais empêcher à ce que les autres provinces à risque soient aussi affectées par cette épidémie. Donc nous devons vraiment arriver à empêcher l'expansion davantage de cette épidémie et en la maîtrisant là où on en est à ce jour. Mais il n'existe aucun vaccin ni traitement spécifique
contre la souche de Bundibugyo, à l'origine de la flambée actuelle d'Ebola. Dans un autre registre, au Royaume-Uni, un important incendie s'est déclaré dans un centre de recyclage à Deptford, au sud-est de Londres. Face à l'ampleur du sinistre, une centaine de pompiers, appuyés par 15 camions, ont été mobilisés pour maîtriser les flammes. Les circonstances du départ du feu restent à déterminer. Suivons à nouveau. La Direction générale des finances publiques françaises a reconnu une troisième fuite de données concernant cette fois des informations liées aux successions vacantes détectées le 17 août. Cette nouvelle brèche a rapidement été coupée et serait d'une ampleur moindre que les deux précédentes cyberattaques visant des données fiscales et cadastrales. Reportage. Depuis seulement quelques heures, les contribuables visés par un piratage informatique d'ampleur peuvent recevoir ce mail des impôts. Mais selon nos informations, encore très peu de victimes l'ont reçu. Comme cette retraitée que nous avons identifiée sur un échantillon de ces informations volées. Nous lui apprenons le vol de son numéro de téléphone, son adresse et son revenu fiscal. Ça m'embête effectivement que mon nom et toutes les informations me concernant circulent comme ça au vu et au su de tout le monde. Il faudrait que nous en soyons informés le plus rapidement possible. J'arrive pas à comprendre pourquoi ce délai. Un piratage des services publics parmi beaucoup d'autres. Des ministères, des services de santé et même un établissement pénitentiaire ont été visés. Alors, certains internautes ironisent avec le hashtag France Passoire. On avait France Travail, désormais on a France Passoire. France Passoire n'est plus une blague, c'est devenu une réalité quotidienne. Face à ce camouflet, le gouvernement reconnaît des défaillances. Je tiens à présenter nos excuses. Oui, nos excuses. Ce spécialiste en cybersécurité dénonce des failles de l'État. Jusqu'à présent, pas besoin d'une double authentification pour que les agents des impôts se connectent sur leur serveur. On fait tous des achats sur Internet et la plupart du temps, vous recevez toujours sur votre téléphone un code à 4 ou 6 chiffres pour venir confirmer que c'est bel et bien vous à l'origine de cet achat. On devrait avoir aussi les mêmes choses dans les systèmes et on se rend compte que là encore, ce n'était pas le cas. Derrière plusieurs de ces piratages, un duo de hackers, Zero Bytes. Nous sommes entrés en contact avec eux. Vous avez encore combien de fuites de données sous le coude ? On verra bien. Beaucoup ? Ce n'est pas drôle si je le révèle à l'avance. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour extraction frauduleuse de données et association de malfaiteurs. Autre information à présent, Israël a mené 8 frappes ce lundi 17 août 2026 contre la base iranienne d'Abu al-Dour dans la province d'Idlib au nord-est de la Syrie. Selon les autorités syriennes, la piste et des installations de stockage ont été endommagées. Aucune victime n'est à déplorer. Suivons ensemble.
Cette frappe israélienne en Syrie? Parce qu'il y a des rapprochements entre la Syrie et la Turquie qui sont, depuis le début d'ailleurs de ce nouveau pouvoir, dès la chute de Bachar al-Assad, lorsque Ahmed al-Sharaa, l'ancien chef d'Al-Nosra, donc d'Al-Qaïda dans le pays, a pris le pouvoir et a pris ses nouveaux habits, a changé son discours. Il y a eu un rapprochement assez fort avec les Turcs qui sont venus immédiatement le rencontrer à Damas, notamment le responsable des services de renseignement. Et il y a des rapprochements. Et les Israéliens accusent les Syriens de vouloir avoir des soldats turcs sur leur sol dans le nord du pays. On voit cet aéroport militaire là qui concrètement est hors d'état de nuire depuis 2012-2013. Il est hors service de par la guerre, évidemment. Il est en revanche utilisé depuis comme étant un centre d'entraînement de l'armée, la nouvelle armée syrienne. Et les Israéliens accusent les Syriens de vouloir reconstituer une armée de l'air digne de ce nom, ce qui déplaît fortement à Tel Aviv. Alors que bon, la Syrie est un pays indépendant, qu'il y a eu de dialogue quand même, donc il n'y a pas de menace directe affichée par le pouvoir syrien vers Israël, mais ça ne plaît pas du tout à Israël, qui a, dans un communiqué, dit: Israël a averti à plusieurs reprises la Syrie qu'un tel déploiement constituerait une menace pour la sécurité d'Israël, donc un tel déploiement de militaires turcs dans le nord du pays. La Syrie a choisi d'ignorer ces avertissements. Comment dire que l'on a frappé sans reconnaître que l'on a frappé? Donc voilà où on en est aujourd'hui, très concrètement, avec ces 8 frappes israéliennes, donc hier matin, sur cet aérodrome. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, dont on a beaucoup parlé pendant des années, pendant la guerre civile, qui donnait, vous savez, qui est une ONG qui donnait le nombre de victimes à chaque fois, qui est assez bien renseignée, il y aurait eu une visite d'une délégation militaire turque sur cet aérodrome militaire, encore une fois hors service, et c'est ça qui aurait provoqué la colère d'Israël. La Syrie qui s'est débarrassée il y a bientôt 2 ans de Bachar al-Assad. Les Américains, depuis, poussent un rapprochement entre les Israéliens et les Syriens. Là, on voit que ça déraille. Oui, avec même Ahmed al-Sharaa qui a été reçu à la Maison-Blanche, qui a reçu la visite d'Emmanuel Macron d'ailleurs aussi récemment, avec un Donald Trump qui a dit récemment, puisqu'Israël est incapable de se débarrasser du Hezbollah, on pourrait demander à Ahmed al-Sharaa et aux Syriens de s'en occuper. Manifestement, les Israéliens, ça ne leur plaît pas beaucoup. Il est hors de question qu'Ahmed al-Sharaa, que l'on voit à l'écran derrière moi, puisse avoir une armée digne de ce nom. Israël, depuis la chute de Bachar al-Assad, donc en décembre 2024, il y a en effet près de 2 ans, Israël a mené des centaines de frappes sur le sol syrien, et notamment pour neutraliser des capacités militaires qui auraient pu être prises du coup à l'ancien régime par ce nouveau régime. Israël a également déployé des troupes sur le sol syrien, a donc conquis concrètement une petite partie de la Syrie, au même titre qu'elle les présente à Gaza et au Liban en ce moment. Malgré tout, il y a un dialogue entre Israël et la Syrie, avec notamment la volonté d'avoir des partages de renseignements. Alors, il faut se rappeler qu'il y a toujours l'organisation État islamique qui est dans la région et qui est notamment en Syrie, avec un de ses principaux chefs qui a été d'ailleurs éliminé hier par les Syriens. Mais on voit bien que cette relation, elle est compliquée. Pendant des décennies, finalement, Israël se contentait d'avoir Bachar al-Assad au pouvoir parce que les deux pays étaient officiellement toujours en état de guerre, mais Bachar al-Assad n'avait ni les moyens ni la volonté d'aller s'en prendre à Israël. Donc il y avait une espèce de statu quo, on vivait comme ça. Et là, Israël veut s'assurer qu'il n'y aura aucune menace à sa frontière, quand bien même la Turquie ne menace pas Israël directement, et que même s'ils avaient des militaires en Syrie, ce serait dans le nord de la Syrie, et donc pas du tout à la frontière israélienne. Merci beaucoup, Antoine. Le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf est arrivé ce mercredi à Bagdad à la tête d'une délégation de haut niveau. Cette visite est consacrée au renforcement des relations entre l'Iran et l'Irak, ainsi qu'aux questions de sécurité régionale et de coopération économique entre les deux pays. Extrait de vidéo à suivre. Selon le responsable iranien, cette visite avait été planifiée il y a déjà quelques semaines, mais ça intervient dans un contexte de tensions grandissantes dans la région. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé ce matin, avant de partir pour Bagdad, que les relations entre l'Iran et l'Irak sont des relations très proches, très amicales. L'Irak et Oman sont les deux pays les plus proches de l'Iran.
Iran. Donc, il y a bien évidemment un renforcement des liens entre les deux pays, d'autant plus que le gouvernement irakien est contrôlé par les groupes chiites et en particulier avec la participation de groupes chiites, des milices chiites qui sont des alliés de Téhéran. Il y a également la question du Kurdistan irakien puisque il y a deux ou trois jours, le bureau du Premier ministre du Kurdistan irakien a été visé par une frappe de drone. L'Iran a été accusé à l'époque, il y a 2 jours, d'être responsable de cette attaque, ce qui a été démenti par Téhéran. Mais l'Iran maintient la pression sur le Kurdistan irakien puisqu'il y a des bases américaines importantes dans cette région et l'Iran veut faire en sorte que les Américains quittent leurs bases et s'éloignent des frontières. Direction aux États-Unis, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, 5 fois récompensée au Grammy Award, a reçu mardi une étoile sur le célèbre Walk of Fame à Hollywood aux États-Unis. Elle devient ainsi la première africaine noire à recevoir cette distinction honorifique, consacrant une carrière internationale exceptionnelle. Le reportage. Une page d'histoire s'écrit à Hollywood. La chanteuse béninoise Angélique Kidjo devient la première artiste africaine noire à recevoir une étoile sur le célèbre Walk of Fame. Une distinction qui récompense plus de 40 ans de carrière et d'influence musicale à travers le monde. Je me sens un peu... je suis excitée, mais en même temps, j'ai un peu... il y a trop d'émotions, en fait. Je n'arrive toujours pas à y croire, mais l'étoile est là. Très émue lors de la cérémonie, la quintuple lauréate du Grammy Award a dédié cet hommage au Bénin, au continent africain et à la culture. Pour elle, cette reconnaissance ouvre de nouvelles perspectives aux artistes africains. Donc, c'est un moment historique pour mon pays et pour le continent et pour la culture en général. Et je ne remercierai jamais assez la Chambre de commerce de Los Angeles d'avoir pensé à moi. Et le monde s'ouvre, les portes s'ouvrent. Gardons-les ouvertes pour tout le monde. Angélique Kidjo a également rappelé le rôle fondateur de l'Afrique dans l'histoire de la musique mondiale. Mais l'Afrique est au centre de toutes les musiques. Alors, qu'est-ce que les Noirs américains ont amené ici dans les bateaux? Le chant, le blues. Du blues, on peut dire le rock'n'roll est parti du blues, c'est les mêmes notes. Une étoile qui célèbre un parcours exceptionnel et le rayonnement de la musique africaine. Le président américain Donald Trump et la Maison-Blanche se sont emportés lundi contre une journaliste de CNN après une question sur une attaque lancée par un élu démocrate. La journaliste demandait au président de réagir aux accusations concernant sa proximité supposée avec une assistante. Le reportage. Elle accompagne le président américain lors de ses parties de golf. Complicité affichée à chaque déplacement, professionnel ou privé. Qui est Nathalie Harp, 35 ans, assistante et fidèle alliée de Donald Trump? Omniprésente à ses côtés, cette ancienne présentatrice est chargée de rédiger les messages du président sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs mois, leur proximité alimente des rumeurs d'infidélité. Ses adversaires politiques s'en emparent. Dimanche, attaque frontale de ce sénateur démocrate. Il ne veut pas faire son travail. Il veut juste construire sa salle de bal et voyager avec Nathalie. Piqué au vif, hier, Donald Trump réagit face à une journaliste de la chaîne américaine CNN qui l'avait interrogé sur cette relation. Il s'emporte. Taisez-vous. Taisez-vous. Vous manquez de respect. Vous travaillez pour qui? CNN. Vous mentez. Vous mentez. Vous êtes une personne bruyante et turbulente. Et vous mentez. Taisez-vous. Taisez-vous. La journaliste de CNN, Kristen Holmes, est à nouveau ciblée quelques heures plus tard. Sur les réseaux sociaux, l'administration américaine publie ce message.
Un jour, vos enfants tomberont sur votre question dégoûtante et inhumaine, ils seront écœurés. La Maison-Blanche défend l'assistante de Donald Trump, Nathalie Harp, et dénonce un coup bas de la part de CNN. La chaîne répond que cette question concernant leur relation était pertinente et d'intérêt. Dernière information pour clore cette édition, coup d'envoi ce lundi à Ulaanbaatar en Mongolie jusqu'au 28 août. Près de 197 délégations travaillent sur la lutte contre la désertification. L'enjeu est crucial, plus de 40% des terres émergées sont dégradées aujourd'hui. Une situation qui pèse directement sur les écosystèmes, sur la faim dans le monde et sur les conditions de vie de milliards d'habitants. Suivons à nouveau. Bonjour, donc cette COP sur la désertification porte particulièrement sur la dégradation des terres dans les écosystèmes arides, semi-arides et subhumides secs. Alors, cette année 2026, la canicule et la sécheresse ont eu un impact très visible en Europe et en Amérique du Nord. Cet épisode, est-ce qu'il est évoqué au cours de ce sommet ? Alors cet épisode, il est pas directement évoqué, mais on l'a tous en tête évidemment. Après un épisode sur une année, ne veut pas dire qu'il y a forcément une dégradation des terres. Il faut des répétitions et c'est bien ce qu'on voit en France et en Europe, c'est une accélération de ces étés secs et donc des répétitions sur plusieurs années qui nous font craindre une accélération de la dégradation des terres en France et en Europe. Alors justement, avant d'élargir sur d'autres pays, on l'a observé, comme vous le dites, dans un pays comme la France cet été, mais la France, elle s'était dite déjà concernée en 2024 sur une partie de son territoire, c'était lors de la précédente COP sur la diversification de Riyad. Le problème s'est aggravé au cours de ces derniers mois, ou depuis 2024 ? Alors la France, effectivement, s'est déclarée affectée en 2024 à Riyad, suite aux plusieurs années de sécheresse, notamment dans le sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales. Et la France a l'obligation maintenant de devoir déclarer l'effet de ces études sur la désertification, mais les chiffres ne sont pas encore connus. On parle encore aujourd'hui d'1% du territoire qui serait affecté. Alors ça sert à quoi de déclarer ? Ça sert déjà de participer aux négociations, de pouvoir suivre l'implémentation des décisions, parce qu'il y a effectivement un fonds aujourd'hui de 12 milliards de dollars qui est en discussion à la COP, et donc ça permet de participer justement à l'élaboration des futures politiques internationales sur la lutte contre la sécheresse et la restauration des écosystèmes. Alors on va revenir à ces actions concrètes dans un moment, mais d'abord pour resituer un petit peu les choses à l'échelle mondiale. On estime que c'est 40% des terres qui sont touchées par la dégradation de la qualité des sols. Il y a évidemment des conséquences sur l'agriculture. Quelles sont les menaces sur la production, la sécurité alimentaire ? Les menaces sont très importantes, notamment là on a un phénomène Super El Niño qui est en train de se mettre en place et on estime que 50 millions de personnes vont tomber dans l'insécurité alimentaire dans les prochains mois. Plus globalement sur le long terme, c'est évidemment 2 milliards de personnes qui sont potentiellement affectées avec des diminutions de production agricole et donc d'accessibilité et d'augmentation des prix. Mais évidemment, il y a aussi des menaces plus qui se font voir aujourd'hui, notamment avec les guerres, que ce soit en Ukraine ou en Iran, sur le prix des intrants pour l'agriculture et donc évidemment ça peut se cumuler dans un espace-temps très rapide. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis.